Zoom. Oui, je pense que moi, j'active la mienne. Hein, et puis... Vous voulez que j'active la caméra? Non, je parle Ah plutôt, oui, nous vous non, je voyons. parle, je parle Ça plutôt à marche. Monsieur Modibo Diallo. Si vous nous entendez, Manifestez-vous. Oh est-ce que, oui, je vous entends. d'accord. Est-ce que vous voudrez bien activer votre micro si ça ne vous pose pas de problème? Le micro, il est déjà activé. Pardon, je parle de votre vidéo. Votre Vidéo, caméra. moi, je ne suis pas à la maison chez moi, je suis à l'extérieur. D'accord, ok, c'est pas grave. Donc, je ne pourrais pas... D'accord, c'est pas bien grave. Ah, yeah. Ok, c'est bien noté, c'est pas bien grave. Ah, donc, on commence maintenant. C'est en direct sur les réseaux sociaux. Et donc, alors, bonsoir à tous, hein, bonsoir à tous ceux qui nous suivent également sur les réseaux sociaux. Merci d'être là, de suivre cette émission, le grand débat, qui porte particulièrement sur la situation franco-malienne, et frère, en quelque sorte, l'actualité internationale. Comme vous le savez, c'est dans une liesse populaire que la France a été accueillie en 2013 à travers l'opération Serval et plus tard l'opération Barkhane, qui a duré pendant plus de 9 ans avant que le jeudi dernier, le président français, accompagné de ses homologues, accompagné de Charles Michel, de Nana Akufo-Addo et du président Macky Sall, ont décidé de acter le retrait de Barkhane et de ses alliés. Qu'est-ce que se passe là? Oula! Présentement, il y a quelques Qu'est-ce que c'est que ça? Je répète, aïe. Je pense que présentement, il y a quelques perturbateurs, les monsieur Ah non, s'il vous plaît, l'organisateur, à la possibilité de couper tout la Je fais l'appel. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit là? Ah, mais meurt! Celui qui gère la plateforme Zoom a la possibilité de couper tous les micros. Oui, ce que on le fait, mais la personne est réactive. Je pense que cette fois-ci, je pense que c'est pour de bon, je crois. Et donc, je crois que... C'est bon, ils sont partis. Je ne suis pas sûr de comprendre ce qui vient de se passer. Effectivement, je pense qu'il y avait une personne mal intentionnée qui peut-être s'est trompée de Zoom, hein, probablement. Je pense que nous avons été hackés. C'est un agent de la Je ne sais pas. DGSE. D'accord. Désolé pour le désagrément. Ne vous inquiétez pas, je vous en prie, continuez. Je pense que nous avons été victimes de piratage. Désolé pour le désagrément. Donc, on va continuer. J'espère que nous pourrions. Donc, comme nous étions en train de le dire, la France a été sommée par la junte malienne actuellement au pouvoir de quitter sans délai le territoire malien, pendant que la France avait pour but de pouvoir se retirer dans les 4 à 6 mois prochains. Cette situation du Mali et de la France est consécutive à des tensions diplomatiques qui ont pu avoir lieu ces derniers jours. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir si est-ce que ce départ de la France du Mali permettra au peuple malien de se prendre lui-même en charge et de pouvoir lutter efficacement contre le djihadisme. Et aussi pour les autres pays voisins, notamment les pays du Golfe de Guinée, est-ce que ces pays-là pourront aussi assurer leur sécurité efficacement? Donc, pour ce faire, ce soir, nous avons quatre personnes qui seront avec nous, avec lesquelles nous allons débattre de ce sujet. Et je vais commencer à les introduire. Monsieur Dr Simi Derou, qui est historien politologue et spécialiste des conflits. Simi Derou, bonsoir. Bonsoir. À côté de lui, Bonsoir. nous avons monsieur,
nous avons M. Bonsoir. Modibo Diallo, qui est aussi historien et qui est l'ancien directeur du mémorial Modibo Keïta à Bamako. Bonsoir, M. Modibo. Bonsoir. Oui, bonsoir. 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 Merci d'être avec nous ce soir. Nous avons M. Jean Bonnet qui est aussi avec nous. M. Jean Oui, Bonnet. bonsoir. 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 Et enfin, nous devrons avoir avec nous M. Bamba Abdoulaye, mais pour des soucis techniques, il nous rejoindra beaucoup plus tard. Alors, Oui, mais la première question qu'on pourrait poser aujourd'hui, c'est de savoir si est-ce qu'aujourd'hui, le débat de la France pourrait être qualifié d'échec. Oui, bonsoir. Monsieur Jean Bonnet, est-ce que selon vous, le débat de la France pourrait être qualifié d'échec? Oui, je peux dire que c'est un échec pour tout le monde, pour l'Afrique, pour le Mali et pour la France elle-même. Parce que on oublie souvent, mais la France est au Mali suite à un appel des autorités maliennes, donc du président de la transition, Diakounda. C'est comme ça que la France est arrivée en 2013 avec l'opération Serval au Mali. Alors, aujourd'hui, la France et l'Union européenne, y compris le Canada, s'en vont parce que manifestement, ils ne sont plus les bienvenus au Mali. Ils vont se redéployer dans des pays comme le Niger, probablement le Burkina. J'estime que c'est un échec pour tout le monde. Voilà. Parce qu'on se focalise sur la France, mais il ne faut pas oublier également qu'il y a le G5 Sahel, qui est une force africaine qui est au Mali. Il y a la MINUSMA qui représente l'ONU. Voilà. À côté donc de Takuba, qui est une unité de force spéciale, et de Barkhane, il y a également toutes ces forces-là. Voilà. Donc c'est un échec collectif. Un échec des organisations internationales. Est-ce que M. Modibo Diallo, est-ce que vous partagez cet avis d'échec qui... Oui, c'est clair, oui. Oui, je pense que c'est un échec pour tout le monde, comme il a dit, mais à des degrés divers. L'échec du Mali, c'est dès 2013. Le Mali est un échec. Quand il a été fait appel à la France. C'est l'échec du Mali. Oui, c'est aussi l'échec pour les Africains qui n'ont pas pu se substituer à la France. Si les Africains avaient été à la hauteur, la France ne serait pas venue. Mais c'est surtout un échec pour la France qui, en dépit de tout ce qu'elle veut faire savoir ou faire croire, a échoué. Pour la simple raison... En dépit des conditions sanitaires. En dépit de tout ce que la France a voulu faire croire. Conditions sanitaires. Ah, excusez-moi. Donc, c'est un échec, en ce sens que c'est ce qui s'est passé au Mali, c'est la guerre de la France et non la guerre du Mali. La France a conçu Serval, est venue faire cette guerre-là, a fait la guerre dans les endroits qui lui plaisaient, a fait la guerre sous la forme qui lui convenait. Et finalement, le résultat est là. Elle n'a réussi en rien et elle a été amenée à quitter. Moi, je ne dirais même pas qu'elle a été invitée à quitter parce que le Mali a demandé la révision des accords de défense par lesquels la France intervenait au Mali. La France n'a pas voulu. Elle a trouvé prétexte avec la présence des forces russes, Wagner ou pas Wagner. Et puis, évidemment, elle s'en est allée. D'accord. Docteur Simi Derou, nous avons vu en fait des échanges, disons, à distance un peu musclés entre les Français et la junte malienne. À défaut d'avoir suffisamment de munitions, les militaires maliens ont de l'imagination. Et du coup, comment est-ce que vous avez jugé en quelque sorte la réaction de la France d'une part et la réaction de la junte malienne dès que les Français ont décidé de pouvoir partir?
notamment le fait que le Mali a exigé que ce départ se fasse sans délai. Pour vous, c'était juste de la communication purement politique ou est-ce qu'il y a vraiment un projet derrière qui est de dire on va tout faire pour que la France puisse partir beaucoup plus vite que possible? D'accord, moi je pense que officiellement, hein, le Mali n'a pas demandé le départ de la France. Le Mali a s'est ouvertement prononcé sur le départ après le jeudi dernier, lorsque Emmanuel Macron et certains chefs d'État africains, à la suite de la rencontre, ont décidé du retrait de la France. Alors, jusqu'alors, le Mali a su s'y prendre. Le Mali n'a pas encore demandé officiellement le départ de la France. Le Mali a demandé que les conditions de collaboration soient un peu réanalysées. Et jusqu'alors, vous voyez qu'au niveau de la diplomatie, les Maliens, pour moi, ils ont toujours le nez creux, ils ont toujours tenu le langage qu'ils devaient tenir. Alors, c'est la France qui s'est un peu, je ne sais pas si c'est de la frustration qui n'a pas été digérée comme je dois, mais la France, personnellement, n'a pas été diplomatique comme elle a la coutume de le faire. Alors, donc, je pense que les Maliens ont su s'y prendre. Ils n'ont pas demandé le départ de la France, il faut le préciser. Ils ont bien voulu renégocier certainement les accords de coopération. La France n'a pas eu à digérer cela et ça aboutit sur cette situation. Maintenant, en parlant d'échec, si vous permettez, moi, je ne pense pas, on parlera d'échec du Mali si après ce départ voulu par la France, parce que ne voulant pas s'inscrire dans le cadre de collaboration préconisé par la junte, si après ce départ-là, si la situation s'enlise, on pourra parler d'échec, mais si après ce départ-là, la situation devient reluisante au niveau sécuritaire, bon, ce serait peut-être pas forcément une victoire, mais un gain pour le Mali. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, si vous permettez. D'accord. Je pense que hier le Premier ministre malien, Choguel Maïga, a donné une interview à Alain Foucault. Le Premier ministre a été très dur, notamment en accusant, par exemple, l'ambassadeur français d'avoir eu des actions un peu submersives, notamment pour renverser le pouvoir en place. Elle a aussi accusé énormément la France sur le problème malien. Comment est-ce que vous avez interprété un peu cela? Est-ce que c'est une frustration de Choguel Maïga face à tout ce qui se passe là? Ou est-ce que c'est vraiment des choses qui sont... Est-ce qu'il y a des choses qui étaient quand même un peu vraies dans cette question de dire la France voulait forcément renverser le pouvoir en place? Jean Bonnet. Non, pas du tout. Je crois que on oublie que le Mali, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Voilà. La Côte d'Ivoire, c'est 322 000 kilomètres carrés. On a du mal à sécuriser nos frontières nord. Le Mali, c'est 1 241 000 kilomètres carrés. L'Afrique fait 30 millions, à elle seule, le Mali fait 1 241 000 kilomètres carrés. C'est un territoire qui est vaste. Vaste. Comprenez, si la France n'avait pas été là en 2013, les rebelles, les djihadistes qui étaient arrivés, qui avaient dépassé Kidal, seraient déjà à Bamako. C'est donc la France qui les a stoppés et François Hollande a été acclamé et célébré comme un libérateur. Donc, c'est la même armée malienne qui n'a pas été capable de stopper cette avancée rebelle avant que la France ne prenne pied au Mali. C'est la même armée qui est là, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Donc, je doute fort que l'armée malienne puisse seule, là où la force onusienne européenne, c'est plus de 30 000 soldats, chacun avec son objectif bien... Oh là 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 là. Amenez la coupe à la maison. Allez, les bleus, allez. Je ne sais pas si on m'entend. Taisez-vous! Ouais, le cœur. On vous entend. Ok, d'accord. Voilà. Et donc,
c'est facile hein, de dire comme ça que bon, l'armée malienne va gagner, surtout quand le chef des commandos spéciaux, Assimi Goïta, lui-même, il n'est plus au front, il a replié à Bamako, gérer les affaires publiques avec les autres éléments des forces spéciales. Et donc, cette armée n'est pas outillée pour atteindre les objectifs que le gouvernement se fixe. Donc, je trouve que c'est une fuite en avant que d'accuser la France de tous les... C'est la malicétomatisation de le Mali n'est pas lui-même capable d'adresser. D'accord. Vous parlez donc de fuite en avant, des autorités de la junte malienne. Moi, j'ai une autre question, particulièrement pour M. Modibo Diallo. Il pense que dans ses propos également, le Premier ministre Choguel Maïga a affirmé que c'est la France qui a empêché en quelque sorte les militaires maliens de pouvoir rentrer sur les territoires, notamment à Kidal, et que la France n'avait pas voulu effectivement que le Mali se réunifie. Comment est-ce que vous interprétez, comment est-ce que vous analysez ces propos? Quel est votre avis là-dessus? Je commence par vous dire que je ne suis pas d'accord avec Choguel qui est dans une posture un peu démagogue. Mais le fait que la France ait empêché l'armée malienne de pénétrer à Kidal en 2013 est avéré. Ça a été dit à l'époque. Je pense que l'ambassadeur de l'époque, Christian Roué, a été relevé pour avoir dit « Attention, ne faites pas ça ». Et l'autre ambassadeur aussi, son prédécesseur, M. Normand, l'a écrit dans son livre. Donc, ça est un fait. Quand la France a aidé à libérer Tombouctou, Gao, l'armée malienne arrivée à Anefis, Anefis c'est à mi-chemin entre Gao et Kidal, a été arrêtée par une compagnie française, de l'armée française, leur interdisant l'accès de continuer. Et quand la cachole avait été posée aux politiques, c'était qu'ils craignaient que l'armée malienne, en rentrant à Kidal, n'aille faire là-bas un génocide. Ce qui n'était pas vrai, dans la mesure où 80%, je dis bien 80% des Touaregs de Kidal sont à Bamako. Donc, s'il y avait ce risque-là, ça se serait réalisé à Bamako. Ça, c'est un fait, ça ne se discute plus. Je crois que la France même ne discute pas ça. Ça, c'est un fait. Mais le fait est là aussi que la France a voulu jouer avec le MNLA. Et je dois dire que le MNLA, c'est le mouvement indépendantiste Touareg qui a fait appel aux djihadistes et qui ont envahi le Mali en 2012. Et c'est ce mouvement que la France a remis en selle à Kidal, sous prétexte que ces hommes connaissent Kidal et aussi qui pourra les aider à libérer les 7 otages français qui étaient alors détenus dans ces zones-là. Je crois que ça, c'est fait. Bon. Quant à dire que la France préparait le renversement du régime actuel, ce qui a valu à l'ambassadeur d'être chassé, je ne crois pas. Parce que, officiellement, les autorités maliennes ont dit que l'ambassadeur a été renvoyé parce que les autorités françaises traitent les autorités maliennes de tous les noms. Ils ne reconnaissent pas la légitimité de cette autorité-là, de la junte. Donc, pourquoi garder à Bamako un ambassadeur auprès d'une junte dont vous contestez la légitimité? Je crois que c'est ce qui a été dit officiellement. Donc, quant à dire qu'il se préparait un renversement du régime actuel, je crois que je l'ai appris hier. Or, je suis un observateur avisé de la scène malienne. D'accord. Je pense que je tiens à vous informer qu'il y a le professeur Bamba Abdoulaye qui est maintenant disponible. C'est bien ça, M. Bamba Abdoulaye? Vous êtes maintenant disponible? OK. Oui. Merci. Désolé pour le retard. Hein. Pas de souci. Merci de nous rejoindre. Donc, nous étions en train de parler en quelque sorte de comment est-ce que la situation a pu s'envenimer, comment est-ce que nous sommes arrivés là, et aussi en train d'échanger un peu sur les propos qu'a tenus hier le Premier ministre Choguel Maïga, des propos qui ont eu effectivement à choquer et dont il y avait assez d'éléments importants là-dedans.
je me permets de vous adresser la parole en même temps sur le sujet. Je pense qu'il y a aussi aujourd'hui la France quitte le Mali. On sait aussi très bien que l'armée malienne n'a pas été. Est-ce que vous pouvez. Je pense qu'il y a quand même des bruits de fond alors que les micros sont coupés. Oui, je crois que c'est quelqu'un qui a piraté notre rencontre et qui est là en train de faire des bruits parasites et même souvent perturber carrément. Je pense que pour les perturbateurs, ça s'est un peu réglé, mais ok. Je pense que c'était au niveau du professeur Bamba Abdoulaye. Je pense que ça va mieux. Ça va, d'accord. Oui, ça va mieux, ça va. Donc, est-ce que vous pensez que le Mali a aujourd'hui les moyens, comme le disait le Premier ministre hier, est-ce que vous pensez que le Mali a aujourd'hui les moyens de pouvoir assurer sa sécurité avec ses nouveaux alliés russes? Merci. Je voudrais encore une fois de plus présenter mes excuses de l'État et saluer tous les autres collègues qui sont là. Je dirais que la situation actuelle, répondre directement à cette question-là, c'est un peu trop rapide. Il faut d'abord chercher à savoir comment on est arrivé à cette situation et puis après répondre à la question. Je dirais que c'est vrai que l'armée française a fait un effort pour aider le Mali à sortir de cette menace terroriste. Et aujourd'hui, le pouvoir en place au Mali estime que l'armée française a échoué. Mais je retiens un élément assez essentiel, c'est que quand j'écoute les responsables militaires français, ils estiment que l'apport en termes de formation qu'ils ont apporté aux soldats maliens est un acquis. Mais ils estiment aussi que les militaires maliens ne sont pas encore totalement prêts pour faire face à la menace terroriste. Ça, c'est un fait, ça, c'est du côté français. Mais il y a une réalité qui est là, le Mali est très vaste. La zone qui est concernée par ces menaces-là représente quasiment 60% du territoire. Le Mali n'a pas les moyens militaires, ni les moyens logistiques pour pouvoir faire seul face à cette menace. C'est vrai qu'aujourd'hui, regardez avec la présence des mercenaires russes, mais j'ai doute fort que ce nombre-là puisse vraiment suffire pour venir à bout de la menace terroriste. Quelque part, il y a les déclarations des hommes politiques qui peuvent donner l'impression que le Mali est prêt. Et vous savez qu'en politique, on dit très souvent que le peuple n'a pas besoin de la vérité, le peuple a besoin d'être rassuré. Dans cette logique que le Premier ministre malien est, il faut rassurer le peuple, ne vous inquiétez pas, nous avons les moyens, mais il sait pertinemment qu'il faut du temps à l'armée malienne pour pouvoir être équipée, être prête pour faire face seule à la menace terroriste. Voilà ce que je peux dire sur cette question. D'accord. Monsieur Jean Bonnet, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette question-là? Pour vous, est-ce que le Mali... Tout à l'heure, c'est ce que je crois que c'est M. Diallo, je ne sais plus trop, qui disait que l'armée française a empêché l'armée malienne donc, de rentrer à Kidal. Mais la réalité, c'est qu'il faut situer ça dans un contexte. Voilà. Si on enlève le contexte qui a justifié cela, alors on passe à côté de l'essentiel. L'armée française, il faut se rappeler, a privilégié donc un règlement politique de la crise parce qu'elle estimait qu'elle n'avait pas vocation à soutenir l'armée malienne à reconquérir une ville malienne tenue par un groupe armé lui aussi malien qui a des revendications qui datent de très longtemps. Donc, estimait qu'il y avait une crise entre Maliens. La France également était dans une situation, je dirais, délicate, parce que si elle engageait une opération hostile contre les Touaregs, ben, elle perdait ipso facto un allié de poids qui connaît bien cette région et se mettrait à dos donc les Ifogats de l'autre côté de la frontière du Niger, et ce qui mettrait donc en péril
son exploitation d'uranium d'Arlit au Niger. Donc, et il a parlé du problème des otages, qui est une réalité. Voilà. Donc, le concours du MLA était vraiment nécessaire compte tenu de sa connaissance du terrain. Donc, c'est de tout cela qu'il faut mettre dans la balance pour comprendre pourquoi l'armée française n'a pas été favorable à cet engagement. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Mais du coup, on n'a pas été favorable à l'engagement, effectivement, mais c'est ce que les Maliens dénoncent. Et c'est ce qui a créé en quelque sorte toute cette tension après entre la confiance que le peuple malien avait placée aux Français et au début et maintenant, parce que je pense que le fait que les Maliens ne soient pas rentrés à Kidal, ça a quand même joué quelque chose ça a quand même joué un gros coup. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, mais comme je l'ai dit, l'armée française était prise en deux tenailles. Il y avait des accords. Entre la rébellion et le pouvoir de Bamako, qui était déjà dans les pipelines. D'ailleurs, on se rappelle que lors des élections qui avaient précédé, il y avait 2 élus des zones Touareg qui avaient été élus sous la bannière du RPM de IBK. Et donc, c'est dire que... Pardon. Je crois qu'il y a confusion. Il y a confusion au niveau de Jean Bonnet. Oui. Ceux qui ont été élus, ça c'est après l'intervention française. Les deux, c'est après l'intervention française. Oui. Moi, ce que je voulais dire, oui. C'est que la France était venue dans les objectifs assignés à la France. Quand la France est arrivée, la lettre par laquelle la France est arrivée, et dans la lettre de mission de la France, ce n'était pas pour venir installer les Touaregs, c'était pour unifier le territoire malien. Or, comment peut-on s'allier à des gens qui sont à l'origine de cette situation pour régler le problème? Mais si c'était pour leur connaissance du terrain, mais ça n'a rien donné à la France, le fait de s'allier aux Touaregs. Si c'était pour libérer les otages, ça n'a pas marché. Au contraire, la France a perdu deux journalistes là-bas. Non? Moi, je pense que le problème, ce que les gens ne savent pas ou que les gens oublient, c'est que tout cela était dans l'agenda français. À la création du MNLA, la France était là. La France les a encouragés et c'est le secrétaire aux relations extérieures du MNLA, Ag Mahmoud, ancien ministre malien, qui a dit que c'est la France qui les a mis à sel avant l'invasion du Mali par les djihadistes. Un. Deuxièmement, les Touaregs armés qui sont arrivés à Kidal après la casse de la Libye ont été poussés à venir au Mali par Nicolas Sarkozy. Il fallait vider l'arsenal de ce côté-là et l'amener au Mali parce qu'il y avait un projet. Et si c'était un règlement politique, moi, je ne vois pas quel règlement politique peut avoir parce que le MNLA même était chassé de Kidal. Le MNLA a été chassé de Kidal par ceux à qui il avait fait appel, le Moujao et Ansardine. Donc, quand on remettait le MNLA en selle à Kidal, le MNLA était déjà parti, il avait déjà quitté. Donc, c'est la France qui les a récupérés, a chassé le Moujao et Ansardine de Kidal pour remettre cette ville-là à Kidal et elle est restée là pour empêcher toute autre chose. Moi, je crois que ça, c'est des jeux troupes qu'on ne peut pas expliquer. Comme je l'ai dit au départ, la France est venue faire sa guerre au Mali, la guerre à qui elle voulait, la guerre comme elle l'entendait, la guerre où elle voulait. Ça, d'accord. Comme on dit, l'échec du Mali, c'est depuis 2011-2012. Hein. Ça, c'est vrai. Mais pour le reste, c'est la France qui est venue pour un agenda qui n'était pas celui qui était déclaré. D'accord. Docteur, Monsieur Jean Bonnet, vous voulez dire que vous avez... Non, je veux dire que la France est intervenue au Mali
suite à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà. Non, avant. La résolution est venue après. C'est suite à une lettre. C'est suite à une lettre envoyée par le président Dioncounda à la France. La France est venue et la résolution de l'ONU est venue bien après. D'accord. Ah oui, mais il y a eu la demande. Si vous permettez, s'il vous plaît. C'est venu que suite à une résolution de l'ONU. Si vous permettez, Gamma. S'il vous plaît, oui, docteur Simi, allez-y. Docteur Simi, allez-y. Moi, en fait, c'est l'orientation. L'orientation du débat, je ne veux pas m'y mettre, mais je veux dire que on présente un peu la France comme des... Je n'ai rien contre elle, hein, mais la France n'est pas arrivée par charité, ce n'est pas par philanthropie. Voilà. La France est venue d'abord, bon, c'est vrai, au nom d'une mission de lutte contre le terrorisme, mais elle semblait avoir son agenda secret. Alors, je suggère qu'on se penche un peu sur l'attitude un peu questionnable de la France aujourd'hui. Alors, un pays vous sollicite pour que vous l'aidiez à vaincre un ennemi, voilà, le terrorisme. À un certain moment, ce pays-là estime que vous devez revoir la manière de collaborer. Mais si vous êtes vraiment venu pour aider, vous inscrivez. À la limite, bon, vous vous retirez sans faire de bruit. Mais l'attitude que la France adopte aujourd'hui intrigue. En fait, on se demande si ça pousse à conforter un peu les thèses selon lesquelles la France, comme le disait tout à l'heure M. Modibo, la France semblait avoir son agent caché. Sinon, rien ne coûte à la France. Je le répète, hein, le Mali a toujours, la junte actuelle, demande à ce que la collaboration soit faite avec de nouvelles normes. Il faut que la France s'y inscrive. Mais il ne faudrait pas qu'on présente les Français comme des gens qui sont venus. Ils savent pourquoi ils y sont. Ils ont des intérêts géopolitiques. Voilà. Tout à l'heure, M. Bonnet parlait aussi des questions d'Areva et autres, parce qu'au niveau de la porosité des frontières, pour ne pas que le mouvement arrive jusqu'au Niger. Donc, la France n'est pas venue aussi rendre service en tant que telle. Revenons au Mali. On demande si le Mali a le moyen, mais si ce n'est pas Assimi Goïta qui parle comme ça aujourd'hui à la France, il sait sur ce sur quoi il se base. Donc je dis, il faut laisser le temps, il serait un peu trop précoce. Ce Mali que nous connaissons n'a pas les moyens de vaincre, c'est vrai, mais certainement qu'il y a une nouvelle politique de collaboration avec certainement des Russes ou bien d'autres partenaires qui peuvent lui permettre d'aller jusqu'au bout. Mais pour moi, on peut garder de l'espoir. On peut garder l'espoir. Ça ne veut pas pour autant dire que la France n'a rien fait. Loin s'en faut. La France a fait son boulot qu'elle avait à faire. Elle, à un certain moment, elle a empêché les rebelles et les terroristes d'atterrir sur Bamako. Oui, mais par la suite, quel a été le bilan de la France? D'accord. C'est ce sur quoi je souhaiterais aussi qu'on se prononce et que la France n'était pas au Mali par charité ou par philanthropie. Elle avait aussi son business. Pour preuve, aujourd'hui, elle a du mal à se retirer. Elle se met dans une posture un peu belligérante. Pourtant, je pense que le Mali est aussi souverain. Ben voilà. D'accord. Professeur Bamba Abdoulaye, je pense que tout le monde, je vous donne la parole. Non, on ne vous entend pas. Allez, allez, activez votre micro. Attends, je l'active. Activez votre micro, professeur Bamba Abdoulaye. Voilà. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que l'opération Serval a été une réussite. Je pense que la plupart des gens, la plupart des experts, même les Maliens, ils sont d'accord que l'opération Serval a été une réussite. Mais qu'est-ce qui a fait que l'opération Barkhane a échoué, selon vous, professeur Bamba Abdoulaye? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est d'abord le temps. L'usure du temps a eu raison de la présence française. Je ne pourrais pas dire ici quel était le bon moment pour partir. Et comme ils étaient venus pour une mission, ils ont estimé que la mission n'était pas encore achevée. Ils sont restés, mais le temps a eu un impact sur la présence française. Mais il y a aussi un autre élément qu'il faut indiquer, c'est l'instabilité aussi au niveau du Mali. Vous appelez des gens pour venir vous aider. Et pendant la période, en 10 ans, vous avez 3 coups d'État. On a l'impression que vous faites marche arrière et que vous ne facilitez pas la tâche à ceux qui sont venus vous aider. C'est comme si c'était un éternel recommencement. Ce paramètre également, il faut le prendre en compte. Donc, il y a le paramètre temps qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi les coups d'État à l'emploi fini au Mali, qui est un élément essentiel. Et puis, il y a les autres griefs que les autorités maliennes ont énumérés contre la France, qui peuvent expliquer également pourquoi aujourd'hui la France n'arrive pas à... Autre élément, c'est que, vous savez, la guerre contre les terroristes, ce n'est pas une guerre classique. Quel que soit l'armement que vous avez, quelle que soit la logistique que vous mettez en place, quelle que soit la stratégie, vous ne combattez pas une armée classique. Donc, le temps
peut paraître long, mais ceux qui viennent là n'ont pas de méthodes, je vais dire, conventionnelles de guerre. C'est des gens qui utilisent des méthodes à leur façon et vous êtes obligé de vous adapter à la situation. Ce facteur également, il ne faut pas le perdre de vue pour expliquer pourquoi les choses se sont enlisées comme ça. Et puis bon, aujourd'hui, la France, on jette la pierre à la France à tout moment. Pour moi, il faut savoir raison garder. La France a aidé le Mali à un moment donné. Si le Mali estime que la France ne peut plus l'aider ou ne l'a pas aidé, les Français peuvent partir. Mais tout à l'heure, le docteur disait qu'il ne comprend pas la position de la France, pourquoi elle est dans une position belligérante parce qu'on lui demande de partir. Vous savez, les Français ont l'impression qu'il y a une espèce d'ingratitude de la part des Maliens. Ça fait un. Et de deux, c'est l'ancien pays colonisateur. Ce sentiment anti-français qui aujourd'hui est en train de se développer au Mali peut contaminer les autres régions. Donc, un départ sans bruit peut aussi amener les autres pays à dire, mais écoutez, la France n'est pas ce qu'on croyait qu'elle était. Voilà, le Mali a demandé qu'elle parte, elle est partie sans problème. Et tous ces différents facteurs-là qu'il faut prendre en compte pour expliquer la situation actuelle. D'accord. Monsieur Modibo, pour finir avec vous sur ce sujet de si est-ce que le Mali pourra ou non assurer sa sécurité après le départ des Français, est-ce que, selon vous, les coopérations que les Maliens sont aujourd'hui en train de nouer avec les Russes pourront permettre d'assurer cette sécurité, notamment se débarrasser du djihadisme et ramener en quelque sorte une solution politique à la crise que le Mali vit depuis 2011-2012. Sinon, qu'est-ce qu'il faudra faire de façon concrète pour pouvoir régler une bonne fois pour toutes la situation malienne? Moi, je dirais que le départ de la France crée une nouvelle donne, sans aller jusqu'à dire que c'est un saut dans l'inconnu. Je dirais que bien malin est celui qui pourra prédire ce qui va arriver réellement. Mais nous sommes obligés de prédire l'avenir à partir de ce que nous avons comme élément. Le premier élément dont je vais faire cas est que pendant 10 ans presque, l'armée malienne a été formée. C'est quasiment une douzaine de bataillons qui ont été formés par l'EUTM. Mais leur tendon d'Achille est qu'ils n'avaient pas d'équipement. Ils n'avaient pas de moyens de mobilité. La France a investi des milliards, mais la France ne peut pas dire qu'elle a donné un seul véhicule à l'armée malienne. Et récemment, depuis 2 ans, ça c'était depuis sous Ibeka, que des véhicules Allô, on ne vous entend plus? On ne l'entend plus le temps que... Attendez. Le temps que nous rejoignent, je pense que le temps que nous rejoignent en termes de... Je pense que je peux reposer la même question à Jean Bonnet, ce qui est de savoir comment est-ce que doit se résoudre aujourd'hui le problème malien, qui n'est pas uniquement un problème... c'est vrai qu'il est sécuritaire, mais il y a quand même une dimension politique qui, en gros, n'a jamais été mise en avant pour pouvoir résoudre convenablement cette situation malienne. On ne vous entend pas, votre micro. Oui, je disais que c'est ce que les Français voulaient faire en privilégiant le dialogue plutôt que les confrontations armées, parce que le problème du Mali est quand même très complexe. En dehors du problème djihadiste, il y a des problèmes communautaires. Il y a de nombreux problèmes communautaires. Alors, je voulais quand même revenir sur la question de Barkhane. Vous savez, les forces, je dirais, étrangères au Mali, c'est autour de 25 000 personnes.
Si vous prenez la MINUSMA, 15 000 personnes. Vous prenez la force Takuba, 600 personnes. Barkhane, je crois que c'est au Mali, c'est 2400 personnes. Voilà. Et environ 5000 pour le G5 Sahel. Alors, on se focalise sur la France, mais on oublie qu'il y a la MINUSMA, il y a l'ONU là-bas, il y a les forces africaines là-bas, et la France représente à peu près 3000 soldats engagés sur tout cet effectif-là. Donc, le problème que moi, je me pose, c'est pourquoi cette focalisation sur la France? Soit le Mali veut son indépendance militaire, etc., et alors, il faut demander le départ des forces africaines qui y sont. Donc, le G5 Sahel, il faut demander le départ de la MINUSMA, mais demander seulement le départ de Barkhane me semble suspect. Parce que pour moi, le Premier ministre actuel joue sur le nationalisme, l'ultranationalisme malien pour garder ce fauteuil-là, qu'il n'a pas pu avoir par la voie des urnes. N'oublions pas que Portugal s'est présenté et qu'il n'a eu que 2%. Aujourd'hui, il surfe donc sur ce nationalisme-là pour pérenniser donc, son fauteuil. D'accord. Monsieur Modibo, vous nous avez rejoint de nouveau. Vous étiez en train de développer en quelque sorte ce qu'il fallait faire pour résoudre de façon convenable cette situation malienne qui dure depuis maintenant environ 15 ans. Oui, j'étais en train de dire que il y a un saut dans l'inconnu, mais depuis 3 mois, la montée de l'armée en puissance qu'on chantait, qu'on pérorait depuis 3 ans, 4 ans, commence à devenir une réalité. Je me base uniquement sur ce que j'ai dit. À chaque accrochage, maintenant, l'armée malienne a le dessus et il y a de moins en moins de poses d'explosifs sur les routes. Et tout cela est le résultat, bien sûr, de la formation réussie de l'EUTM, mais aussi des équipements reçus des Émirats arabes, reçus de la Russie, reçus aussi d'autres puissances comme la Turquie et autres. Ça se voit, mais ce n'est pas suffisant. Je dois dire aussi que une des bruits entre la France et le Mali, dans cette histoire, c'est que le Mali avait demandé à négocier avec certains groupes armés terroristes. Ce que la France n'a pas voulu, elle avait dit que c'est une ligne rouge. Étant donné que la France est partie maintenant, étant donné aussi que ces groupes posaient comme condition à la négociation le départ des troupes étrangères, je peux dire que ça peut être aussi une nouvelle donne. On n'en sait rien. Nous ne sommes qu'à quelques jours seulement du départ de la France, mais ça peut être aussi exploité. Quand on dit que les Maliens accablent la France, c'est la France, c'est la guerre de la France, je l'ai dit. On a parlé de la France à travers Serval et Barkhane. On a parlé de G5. G5 est une création de Macron et qui n'est d'ailleurs pas allé plus loin que les déclarations. On parle de Takuba. Takuba, c'est encore la France, même la MINUSMA. Le chef d'état-major de la MINUSMA a toujours été un Français. À l'ONU, le chef des opérations de l'ONU, c'est un Français. Donc, toute cette histoire, c'est la France, puisque c'est la France qui a tout décidé, la France qui décide de tout, mais c'est normal qu'elle réponde de tout. Ce n'est pas parce qu'on l'accable. Pour ce qui est de la posture de populiste du Premier ministre, moi-même, je l'accuse de cela. Je dis que ça, c'est côté scène, mais côté rideau, il faut dire que maintenant, les Maliens sont comme soulagés. Parce que pourquoi le sentiment anti-français? Le sentiment anti-français est venu du fait que l'armée malienne a été empêchée de rentrer à Kidal. C'est tout. Qu'on ait raison ou pas, c'est parti de là. Parce que dès cet instant, les Maliens se sont demandé pourquoi la France est venue et ils sont allés jusqu'à se poser la question. Je n'en sais rien, j'en doute, que c'est la France même qui arme les rebelles.
Sans compter... Non, moi, je pense que ce point-là... moi, je n'y crois pas. Personnellement, je n'y crois pas. Je dis que les gens le disent, mais moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas. La France ne peut pas aller là. C'est pour vous dire jusqu'où est allé le divorce entre la France et le Malien. Parce que tout est parti de cette histoire de Kidal, qui peut être épisodique, un épiphénomène, mais tout est parti de là. Le divorce est parti de cela. Et la France a dit qu'il fallait passer par le MNA pour avoir des résultats. Mais comme on l'a dit, pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. On a cassé les œufs, mais on n'a pas eu d'omelette. Parce que la France n'a pas pu vaincre le principal chef des groupes armés terroristes qui est IAD. Bien, je voudrais aussi intervenir, s'il vous plaît. Oui, allez-y, professeur. Tout à l'heure, j'ai écouté M. Modibo. Effectivement, la question de la solution qui a consisté à négocier ou à ne pas négocier avec les terroristes était effectivement un problème de divergence entre Macron et les autorités maliennes. Les autorités maliennes ont estimé que n'ayant pas suffisamment de moyens, comme la France, il fallait peut-être utiliser une solution africaine qui est de trouver une solution autour de l'Abapala, comme on le dit habituellement. Mais il y a aussi l'autre élément, c'est que c'est la trop grande ou la trop forte implication de Macron lors des différents coups d'État au Mali. Le premier coup d'État en août 2020 et le second surtout à partir de mai 2021, Macron s'est un peu oublié au point où on a eu l'impression que même si personnellement je ne suis pas pour le coup d'État, mais sa trop grande implication a donné l'impression que Macron avait quelque chose à régler, un compte à régler avec le pouvoir en place. Et parfois, Macron a outrepassé ses limites, s'est même substitué au chef d'État africain. Et je crois que ça aussi, ça a contribué à exacerber le sentiment anti-français. Pour ce qui est de Kidal, c'est des éléments qui sont venus après, parce que le Premier ministre va l'utiliser pour exacerber ce sentiment nationaliste-là et pour faire du populisme, comme l'a dit Jean Bounet. Et je suis entièrement d'accord avec cette analyse. Le Premier ministre fait beaucoup de populisme. Et je pense que, comme l'a dit tout à l'heure M. Modibo, c'est un peu l'aventure. Il y a quelques succès, mais vous savez, la guerre, c'est des batailles. Il ne faut pas crier rapidement après quelques succès que voilà ce qui se passe, voilà, nous avons gagné. Il faut attendre. La guerre sera longue. C'est une guerre d'usure. Et on espère que l'armée malienne, qui a été formée, bien formée, si je m'en tiens aux déclarations des responsables militaires maliens et français, pourra faire face sur le long terme à cette guerre qui, je dirais, ne respecte pas toujours les normes de guerre conventionnelles. Voilà ce que je voulais ajouter. D'accord. Avant de passer rapidement à l'implication beaucoup plus sous-régionale, quelqu'un aimerait ajouter quelque chose sur ce qui venait d'être dit? Moi, si vous permettez. Oui. Allez-y, docteur Simon. Voilà, moi, c'est pour revenir sur ce qu'on a dit, que l'attitude de la France a contribué aussi à la déliquescence de son image dans l'imaginaire des Africains, surtout du peuple malien. Voilà. Tout à l'heure, M. Bonin parlait de M. Choguel. Oui, c'est certainement du populisme, hein, mais bon, c'est de la communication politique. Vous voyez, c'est de la communication. Mais aussi, il faut noter, il y a eu aussi des attitudes de Florence Pali, des déclarations de Le Drian, qui n'étaient pas forcément des déclarations, c'est mon avis, respectables envers un État. Voilà. Il faudrait aussi qu'il y ait un peu de considération pour les Maliens. Sinon, quand en face, les dirigeants français se comportent de la sorte, ça crée un peu un terreau fertile qui est disposé à recevoir tout type de déclaration du côté je dirais, émanant des dirigeants maliens. Voilà. C'est pour ça qu'on peut dire tout ce qu'on veut dire aujourd'hui de la France. Je dirais que la population va gober parce que ce n'est pas une attitude aussi de considération. Et surtout l'appréciation. Regardez les sanctions. Voilà. C'est une continuité, hein, ce n'est pas venu ex nihilo. Les sanctions de la CEDEAO, regardez l'attitude de la France. Jusqu'à l'OEA continue de militer pour une sanction au niveau du Conseil de sécurité. Je pense même qu'hier, hein, voilà, il y a eu un veto de la Chine, hier ou avant-hier, et encore voilà. C'est l'empressement que la France a à vouloir à tout prix se faire valoir dans ce dossier-là qui fait que son image est de plus en plus en train d'être caricaturée. Donc, elle gagnerait, et je le répète, hein, les Maliens n'ont pas demandé le départ de la France de manière officielle.
Je pense que c'est à part d'hier, c'est depuis hier, depuis la déclaration de Chogel, mais bien avant, ils n'ont pas demandé officiellement, ils ont demandé à renégocier les échanges. Et aussi, Barkhane, c'est 9 ans, voilà. Donc, si jamais une collaboration devait-il avoir entre les autorités maliennes et les Russes, bon, on peut attendre aussi 9 ans. Ce serait quand même plus équitable, on attend 9 ans. Mais je ne sais pas si on est un peu trop pressé aussi pour voir les fruits, comme le professeur Bamba Abdoulaye l'a dit. Ce n'est pas une guerre avec tous les moyens qu'on maîtrise, il y a beaucoup d'inconnus. Donc, si le Mali veut collaborer avec la Russie, je suggère que nos Français, au-delà de tout ce qui est frustration, tout ce qui est peur de l'effet de contagion, puissent quand même laisser, sinon ça peut créer autre chose. Ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Allez-y rapidement pour qu'on passe. Il y a quand même un facteur qui est important et qu'on nommait, c'est que cette junte militaire n'a aucune légitimité, elle n'a aucune légalité. Et donc, quand on dit le peuple malien, je ne sais pas sur quelle base cette junte qui est arrivée au pouvoir par les armes ne peut pas représenter le peuple malien. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'opposition au Mali. D'ailleurs, l'opposition a dit qu'à partir du 26 mars, il ne reconnaîtrait plus ce pouvoir. Donc, il ne suffit pas de réunir un certain nombre de personnes sur une place publique pour prétendre parler au nom du peuple malien. Si cette junte estime qu'elle représente les aspirations les plus profondes des Maliens, quitte à elle d'organiser des élections et de présenter un candidat. Mais on ne peut pas être dans cette situation de fait et puis dire qu'on représente le peuple malien et donc comme quelqu'un qui serait un intérimaire, voilà, on a nommé un directeur général intérimaire et qui vient faire un certain nombre de réformes. Donc, il y a des réformes qu'on fait quand on est statutaire et non pas intérimaire, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci pour ces interventions. Nous allons passer à la troisième phase, c'est l'implication du coup de cette crise franco-malienne dans la sous-région et notamment dans les pays du Golfe de Guinée. Le président Emmanuel Macron, dans son intervention de retrait des forces Barkhane et de Takuba du Mali, a aussi affirmé qu'ils allaient redéployer leurs efforts dans la sous-région. Et donc, aujourd'hui, je pense que des négociations sont sûrement en cours avec certains pays tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, voire même le Togo, pour que ces forces-là puissent être redéployées dans ces pays-là. Au Niger, je pense très bien que le ministre des Affaires étrangères a dit que finalement, ils allaient peut-être demander au Parlement si est-ce qu'il fallait accueillir des forces supplémentaires en France. Comment, selon vous, ça doit être aujourd'hui géré au niveau des populations pour que à la fois les populations puissent accepter, s'il le faut, ces forces françaises, parce que mine de rien, ce sentiment anti-français, il n'est pas uniquement au Mali, mais il est quand même très présent et ancré dans la sous-région. Professeur Bamba Abdoulaye. On ne vous entend pas, votre micro. Activez votre micro, s'il vous plaît. Attendez. Activez votre micro, professeur. Oui, c'est fait, ça va? Oui, allez-y. Oui, c'est vrai que ce sentiment anti-français est vécu un peu partout, mais je pense que le cas malien est un peu différent des autres cas. Et vous avez vu que ces chefs d'État des pays africains jouent la carte de la prudence. Autant ils sont d'accord pour accepter les soldats français, autant ils veulent instituer un débat au sein de leur parlement pour prendre le peuple à témoin. Ça, c'est un fait. Mais le besoin pour ces pays aujourd'hui de sécuriser leurs frontières devient de plus en plus urgent parce que le départ de la France, comme je l'ai dit, crée donc un vide que ne pourra pas combler assez rapidement Wagner. Et ce vide va être, vous savez, on dit que la nature aurait du vide, ce vide va être rapidement utilisé par ces terroristes qui vont se déployer un peu partout. Et c'est normal qu'à titre préventif, ces chefs d'État-là veulent bien collaborer avec la France ou veulent bien accepter l'arrivée des soldats français pour les aider à contenir le flux de terroristes vers leur territoire. Ça, en tout cas, personnellement, je ne vois pas d'inconvénient.
Il faut juste jouer la carte de la prudence. Et puis bon, tout le monde n'est pas anti-français. Le Niger, quand vous prenez le cas du Niger, j'écoutais le Premier ministre nigérien, mais il a donné la spécificité du cas du Niger, qui permet de comprendre que le Niger doit absolument protéger ses frontières pour rester toujours ce havre de paix qu'ils ont connu depuis un moment donné. Dans le cas du Bénin qui vient d'être touché tout récemment, vous voyez, si au début vous négligez les choses, après ça vous prend par la gorge. Et c'est dans cette logique-là que les chefs d'État s'inscrivent, parce que la situation au Mali déteint un peu sur les autres pays côtiers et il faut prendre les taureaux par les cornes. Personnellement, je ne vois pas d'inconvénient, mais une fois de plus, les chefs d'État vont jouer la carte de la prudence, mais il ne faut pas aussi exagérer le sentiment anti-français. Je crois que c'est un peu le cas dans tous les pays de la sous-région. Je ne crois pas que ce soit le cas. D'accord, très bien. Monsieur Modibo Diallo, vous aviez, et pense dans votre intervention, il y a un élément que vous avez mentionné, notamment du fait que l'EUTM a quand même joué un rôle très important en formant l'armée malienne. En gros, c'est peut-être l'élément le plus, en tout cas, qui a beaucoup plus apporté en fait aux Maliens et notamment à l'armée malienne. Pensez-vous que les prochaines collaborations que devront avoir les forces françaises et forces européennes doivent aller sur ce modèle de plutôt formation des armées locales pour qu'elles-mêmes prennent en charge la lutte contre le terrorisme, ou est-ce qu'on doit avoir des interventions de type Barkhane encore dans la sous-région? Surtout pas des interventions de type Barkhane. Moi, je pense que s'il y a une réussite, on a beaucoup parlé d'échecs, mais s'il y a une réussite dans cette intervention des forces internationales au Mali, je crois que c'est l'EUTM et la formation. Je crois que la formation va rester et je crois que, aussi, c'est mon avis, que dans un an, l'armée malienne va être comme l'armée tchadienne, c'est-à-dire avoir une expérience de cette lutte-là, du terrain. Ce que l'armée malienne n'avait pas, ce qu'aucune armée africaine n'a d'ailleurs. Notre problème, c'est ça. Nos armées sont formées, elles ne font même pas de manœuvres, à plus forte raison, des exercices réels. Et je pense que les autres États doivent tirer leçon de ce qui s'est passé au Mali. On ne doit plus faire une guerre par procuration, comme la France l'a fait. On doit définir les besoins. Qu'est-ce que la France va nous apporter? Où est-ce que la France doit intervenir? Pendant combien de temps la France ou les autres forces vont intervenir? Et l'essentiel doit reposer sur nos armées nationales. On ne peut pas continuer toujours à dire la France, la France, la France. Non seulement ça ne marche pas, mais elle viendra avec son agenda. Je pense que si les autres pays, même le Niger, sont un peu prudents quant à accueillir la force Barkhane qui part du Mali, c'est parce que la formule utilisée au Mali n'a pas marché et ne marchera pas. Je crois que la France elle-même n'est plus prête à faire des opérations de ce genre-là, genre Barkhane, déployer des milliers d'hommes sur le terrain. Je crois que la France va agir autrement, c'est-à-dire plutôt que ce soit une externalisation de la défense, la sécurité du pays vers la France, ça va être comme des consultants qu'on amène pour des actions ponctuelles. Hormis cela, je crois que tous nos États vont connaître la situation que le Mali a connue et ils ne s'en sortiront pas. Je pense que l'expérience, la leçon à tirer, c'est de se dire qu'aucune armée ne peut porter l'essentiel des efforts de défense d'un pays. Ça ne peut être qu'une intervention ponctuelle. Docteur Simi Derou, vous avez écouté l'intervention du chef de l'État ivoirien, notamment sur la possibilité qu'effectivement une partie, en tout cas, on puisse travailler avec d'autres armées internationales pour pouvoir protéger la population du djihadisme. Quel a été votre sentiment? Selon vous, comment est-ce que va peut-être s'il doit y avoir une coopération ivoirienne avec d'autres armées internationales telles que la France, comment est-ce que ça doit se faire pour qu'on évite en quelque sorte
un Mali. Un Mali bis, hein? Voilà. Oui. Alors, je vous rappelle, déjà le 15 janvier 2013, lorsque François Hollande se rendait aux Émirats Arabes Unis, c'était dans, je dirais, la période où Serval était en train d'être mis sur pied. Il a précisé que la France n'avait pas pour vocation de rester au Mali. Voilà. Alors, je vais rejoindre là, M. Modibo, pour dire, moi, je milite pour... Aujourd'hui, on parle de transfert de compétences à tous les niveaux. Il faut qu'il y ait un transfert de compétences militaires. C'est pourquoi je suis d'accord pour la collaboration. Il faut une coopération, il faut sortir un peu. Au Mali, c'était une coopération à laquelle on a voulu imputer un caractère de tutorat à tout prix. Non, le tutorat n'est pas perpétuel. Il faut y mettre fin. Il faudrait aussi que nos chefs d'État fassent plus d'efforts. Les efforts sont déjà faits pour que nos armées soient autonomes. On ne va pas rester comme ça éternellement. Hein, voilà. Et il y a plusieurs domaines dans lesquels il y a des bons qui sont faits par nos chefs d'État. Je pense qu'on gagnerait à essayer de capitaliser au niveau militaire en militant pour le transfert de compétences. Et il faudrait aussi que la France, je le répète et j'insiste, essaie d'améliorer un peu, de comprendre que nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation où les données ne sont pas les mêmes. Voilà. C'est pas facile à admettre de perdre des personnes qui sont sous notre hégémonie, mais si la France n'y prend garde, il risque d'avoir ce qu'on appelle l'effet de contagion et par la suite, ça peut être vraiment préjudiciable à l'État français. Donc, pour me résumer, la Côte d'Ivoire gagne à collaborer avec la France parce qu'aucun État africain, au jour d'aujourd'hui, ne peut seul faire face au terrorisme, mais il faudrait que ce soit une collaboration qui a pour but d'autonomiser définitivement nos armées afin qu'elles puissent être à même de pouvoir stopper l'avancée du terrorisme. Ben voilà. Je voudrais préciser, si vous me permettez. Allez-y, rapidement. Oui, celui n'a pas totalement répondu à la question, parce que si vous prenez le discours du chef d'État ivoirien, il est conscient que cette situation au Mali va amener l'État ivoirien, à renforcer son effectif militaire, 2, à renforcer sa logistique en termes d'arsenal militaire. Donc, il y a une prise de conscience de la part du chef d'État ivoirien qui montre qu'on ne compte pas aveuglément sur la France. Nous aussi, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et je crois qu'il a dit clairement, il faut souligner cela. D'accord. Très bien. Bon. Monsieur Jean-Noël, vous avez quelque chose Oui, je voudrais dire que si la France est intervenue, si les forces étrangères sont intervenues au Mali, c'est parce que l'Union africaine n'a pas été capable de dégager les 370 millions de dollars nécessaires à sa mobilisation pour intervenir au Mali. Et ça, c'est un facteur clé dont il faut tenir compte. La question de la mobilisation des ressources. Le Mali est immense, je l'ai dit, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Et donc, le Mali, évidemment, n'a pas ces ressources-là. Le Mali a un budget d'à peu près, je crois, 2 000 milliards de francs CFA. Vous voyez qu'avec ça... 3 000 maintenant. Pardon? 3 000 maintenant. Ah, d'accord. 3 000 maintenant. OK. Bon, avec ça, on va... Il faut pas mettre même avec ça, c'est de rien. Avec 3 000 milliards, ça correspond à peu près au montant de la loi de programmation militaire de la Côte d'Ivoire sur 2 ans. Vous voyez? Donc, c'est pas grand-chose. Bon, donc, l'Afrique est défaillante au niveau financier. Maintenant, pour revenir sur le sentiment anti-français, le sentiment que moi j'ai, c'est que c'est un sentiment provoqué, un sentiment anti-français superficiel, voilà, qui est fabriqué sur les réseaux sociaux, probablement par cette officine russe. Voir le nombre de jeunes Africains qui chaque jour essaient de gagner les côtes italiennes pour aller en France, pas pour rester en Italie, pour aller en France. Ils sont tous les jours des milliers d'Ivoiriens à essayer, Africains en général, à essayer d'aller au Mali. La plus forte diaspora malienne se trouve en France.
Jean Bonnet, je peux vous assurer aussi qu'il y a des personnes qui sont en France, mais qui ont un sentiment anti-français. C'est pas anti-français. En France. Oui. Non, je voudrais dire avec Jacques Boulin, Jacques, je peux dire qu'il ne faut pas qu'il sous-estime ce sentiment. Jean Bonnet, voilà, justement. Voilà, donc, ne sous-estimez pas ce sentiment, d'accord, ok. Voilà, je ne sous-estime pas, mais j'estime qu'il est fabriqué. Voilà, il est fabriqué. Vous savez, pendant qu'à Bamako, les politiques donnent dans la surenchère verbale, les forces militaires françaises et les forces militaires maliennes continuent les opérations. Et ça, beaucoup l'ignorent. Il n'y a pas de problème sur le terrain entre les forces militaires françaises et les forces militaires maliennes. Voilà. Jusqu'à présent, ils continuent des opérations. Voilà. Donc, pour moi, ce sentiment-là, il n'est pas spontané. Voilà ce que je veux dire. Oui, mais il n'est pas spontané, mais je crois qu'il ne faut pas être plus réaliste que moi. Les Français eux-mêmes, après les études, des rapports, sont conscients qu'il y a une perte de vitesse de la France sur le continent africain. Rapport à l'appui. Ensuite, les autres puissances qui arrivent sur le continent africain, aujourd'hui, ont montré d'autres alternatives aux Africains qui permettent, par exemple, aux Africains de coopérer autrement avec ces pays-là, tout en gardant un minimum de dignité. Donc, c'est vrai que le cas malien est un cas un peu spécifique, mais il faut pas négliger aussi. Depuis 2010, par exemple, la Chine est le premier partenaire de l'Afrique au sud du Sahara ici. Vous voyez, c'est-à-dire que la France est en perte de vitesse, elle a commis des erreurs, elle en est consciente aujourd'hui, peut-être qu'au début, elle les avait sous-estimées, elle en est consciente aujourd'hui. Quand on parle des interventions militaires françaises, depuis un moment donné, le langage a changé. Ils vous disent que désormais, les militaires français ne seront plus en avant. Ensuite, ce ne sera plus la France seule, ce sera l'Europe qui viendra maintenant au secours des États africains. Parce qu'ils ont conscience que l'image de la France a pris un sérieux coup en Afrique. Donc, c'est ce que je voulais souligner. Pas qu'on soit plus réaliste que les Français même sont conscients. On n'est pas plus royaliste. D'accord. D'accord. On va prendre quelques questions, s'il vous plaît, de ceux qui sont sur le Zoom, qui nous suivent. Donc, Soumaro qui lève la main. Soumaro, si vous avez une question à poser, un avis à donner, allez-y rapidement, en 30 secondes, une minute maximum, s'il vous plaît. Oui, merci John. Je salue tous les participants. Et ma question est la suivante. On constate qu'avec le sentiment anti-français qui est au Mali, et on constate un redéploiement des forces françaises dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, qui sont quand même des pays assez stables. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver comme dans les années 1980, 1960, 70, avec le maintien de certains pouvoirs en place, avec cette réorganisation-là, parce que la France est devenue très fébrile. La France a peur maintenant de perdre son précaré avec la présence aussi des Wagner en Centrafrique et maintenant au Mali et dans certains pays. Finalement, on se retrouve avec comme le même résultat, c'est-à-dire Wagner va protéger certains pouvoirs pour les maintenir en place dans quelle que soit la répression qui va être faite. Et l'armée française aussi qui se redéploie pour protéger son précaré va avoir tendance à protéger certaines dictatures ou certains pouvoirs qui vont brimer des droits aussi. Et finalement, vous ne pensez pas que l'Afrique revient en arrière comme dans les années 1970? D'accord. Qui souhaiterait y répondre parmi les intervenants? Jean Bonnet, vous voulez y répondre? Votre micro, s'il vous plaît, votre micro. Voilà, c'est bon là? C'est bon? Moi, je ne vous entends plus. Oui, c'est bon. Okay, désolé. D'accord. Voilà. Si je m'en tiens au seul exemple ivoirien, vos craintes ne sont pas fondées. Il y a une base militaire française en Côte d'Ivoire en 1999, lorsque le pouvoir de M. Bédier est tombé, sans que l'armée française n'intervienne pour protéger ce pouvoir qui était là et qui n'avait aucun problème avec la France. Si on prend
la situation du pouvoir de M. Gbagbo, c'est la même chose. L'armée française n'est intervenue que dans le cas d'une crise, je dirais, post-électorale. Mais pas pour protéger le régime qui était là, mais plutôt pour lui porter l'estocade. Voilà. Et donc, je pense que cette crainte-là n'est pas fondée. Parce que si, à une certaine époque, à une certaine période, notamment l'époque d'Houphouët-Boigny, avec les accords de défense qu'on avait, l'armée française pouvait se permettre cela. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand il s'agit de conflits internes, l'armée française n'a pas vocation donc à s'immiscer dans les conflits internes. D'accord. Le professeur Bama Aboulaye qui s'exprime sur le sujet. Vous pouvez activer votre micro, puis vous allez pour que... Vous m'entendez? Oui, oui, allez-y, on vous entend. Oui, je voudrais dire à celui qui a posé la question que le contexte a beaucoup changé. Et la France est consciente aujourd'hui que le contexte avec l'Internet. On vous entend de très loin. Je voudrais dire à celui qui a posé la question qu'il faut tenir compte du contexte. Le contexte a beaucoup changé et la France est consciente que le contexte a changé. Donc, elle n'agira plus de façon ouverte. Elle ira peut-être de façon voilée, à visage masqué, mais de façon ouverte, c'est très difficile aujourd'hui que la France essaie de changer les régimes en fonction de ses humeurs parce que la population est de plus en plus jeune. Les réseaux sociaux sont considérés des relais vraiment essentiels pour cette jeunesse-là. Et la France tient compte de tous ces éléments. Alors, c'est que tout à l'heure, Jean vient de dire, je crains fort que son analyse ne soit pas acceptée par ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le GOP. Quant à la posture de la France de la crise ivoirienne, je ne vais pas développer, mais je vais le dire que si on avait peut-être un GOP qui portait sa casquette de GOP, il allait nous montrer que la France n'a pas du tout été ce qu'il vient de nous dire. Merci. D'accord, très bien. Il y a M. Lama Meïté qui a levé la main, qui aimerait aussi poser une question. M. Lama, allez-y, prenez la parole. Vous pouvez prendre la parole. OK, merci beaucoup à tout le monde. Vraiment, c'était une discussion très, très intéressante et très animée. Moi, j'ai juste deux petites questions. La première question, c'est, je pense qu'on n'a pas développé, vous n'avez pas développé assez l'implication de Wagner dans cette crise-là malienne. Je veux dire, est-ce qu'avec Wagner, est-ce qu'ils vont pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme dans la région en remplacement, bien sûr, des Français qui quittent la région? Et ma deuxième question, c'est de savoir si officiellement ou officieusement, ou quelle est l'implication réelle de la Russie, je veux dire globalement dans cette crise-là, quoi, dans cette crise malienne, puisque la Russie a des élans de, je veux dire, ils veulent prendre en tout cas une part très importante dans la politique internationale. On voit ce qui se passe en Ukraine. Donc, quelle est l'implication aujourd'hui dans la crise malienne? Monsieur Modibo, est-ce que vous voulez répondre? Oui, moi je pense que Wagner est un problème. On parle de Wagner. En tout cas, nous Maliens, sur le terrain, nous n'avons pas vu, je ne dis pas qu'il n'y a pas de troupes russes au Mali, mais nous n'avons pas encore vu Wagner à l'œuvre. On se pose même la question, s'ils sont là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais je pense qu'on est en train de trop prêter à Wagner. Et ça aussi, c'est la communication de la France qui diabolise Wagner. Or, France même a joué le même rôle un peu partout. Dans combien de pays la France est allée aider à installer ou à maintenir les jeunes au pouvoir ou bien le pouvoir uni? Dans combien de pays la France est allée prêter main forte à une partie de la population contre une autre? Moi, je pense que, mon avis, je me pose même la question, je dis, est-ce qu'on n'a pas fait venir Wagner ou les troupes russes pour faire peur à la France ou pour dire à la France, si vous ne vous tenez pas à carreau, si vous ne faites pas ce que nous vous demandons, nous allons aller dans ce sens-là. Mais dans tous les cas, je pense que l'époque est révolue où on doit compter encore sur des forces. Ponctuellement, oui. Wagner ne pourra rien faire de plus que la France. Ça, c'est certain. Et ce qu'on prête à Wagner comme exaction et tout le reste là,
Mais je crois que même nos armées nationales en sont capables. Il est temps qu'on sorte de Wagner et je dirais tout simplement contre ceux qui disent que Wagner va empêcher le coup d'État ou bien la France va aussi empêcher les coups d'État dans ce précaré. Mais le deuxième coup d'État, le coup d'État au Mali, le coup d'État qui a renversé Ibeka. Ibeka quand même était en odeur de sainteté avec la France, qui a été renversée. La junte qui a suivi, cette junte-là, Bandaou et Mokhtarwan, étaient en odeur de sainteté avec la France. Ils n'ont pas pu empêcher leur renversement. Je vais tout simplement dire que l'époque a changé, comme l'a dit, je crois, M. Bamba ou M. Bonnet. L'époque a changé. On ne peut plus faire comme il y a 30 ans, 40 ans. Cela est fini. Même dans les coups d'État, de plus en plus, ce sont les hommes, les sous-officiers qui jouent un rôle central dans ces coups d'État-là. Donc, je pense que chaque État doit tenir compte du fait que le monde a changé. On ne peut plus diriger ses concitoyens comme on le faisait dans le temps. On ne peut plus quitter sa France ou sa Russie ou je ne sais où pour venir coloniser les pays, même si l'on n'y est pas. C'est le monde même qui a changé. Il est temps que tout le monde change de paradigme pour aller sur des chemins qui peuvent encore tenir la route. D'accord. Pour ce qui est de la présence de Wagner sur le sol malien, moi, ça m'a mené à faire quelques analyses. Quand j'écoute les dirigeants maliens, ils parlent de la souveraineté du Mali. Cette souveraineté qui s'affiche par le choix des partenaires, cela est indiscutable. Mais en même temps, lorsqu'on confie une partie de sa sécurité à une entreprise privée, je trouve cela un peu dangereux en ce qui me concerne. Ça, c'est la première analyse que j'ai faite. La deuxième analyse, officiellement, l'État russe nous dit que Wagner est une entreprise privée et que l'État n'est pas là. Les autorités maliennes nous annoncent que c'est dans un cadre bilatéral. Vous voyez, il y a un flou qui est là. Et dans tous les cas, la présence de Wagner a gêné énormément l'armée française ou l'État français. Donc, toutes les informations que nous avons sur Wagner émanent d'une seule source. C'est la source française. Il va falloir que nous-mêmes aussi, on essaie de s'éloigner de cette source-là et être animé d'un esprit critique pour ne pas prendre pour agent comptant tout ce que les Français nous disent sur Wagner. Mais ce qui me gêne, c'est vraiment confier sa sécurité à une entreprise privée qui peut disparaître à n'importe comment et qui peut partir avec les secrets de défense d'un État souverain. En tant qu'Africain, ça me gêne. D'accord, très bien. Il y a Yacouba Diallo qui a levé aussi la main et qui a une question. Oui, merci John, bonsoir. J'avais une question moi une question et plus une intervention pour Monsieur Bona, pour juste spécifier que le sentiment anti-français dont on parle et dont tout le monde semble dire qu'aujourd'hui ce sentiment aurait commencé à partir de maintenant, c'est-à-dire à partir de l'arrivée de la junte au pouvoir. Je voudrais juste préciser qu'il y a eu une audition de l'ancien ambassadeur du Mali, Toumani Dime Diallo, au Sénat, qui expliquait déjà aux sénateurs, quand Ibeka était déjà président, qu'il y avait déjà un sentiment anti-français. Donc, moi, la question que je me pose justement, c'est est-ce que la France n'est pas victime de cette arrogance qui a été de dire, lorsqu'on leur a dit que franchement, il y a une incompréhension entre le peuple, même si la question de savoir de quel peuple il s'agit est fondée, mais est-ce que la France n'a pas été victime de son arrogance en disant que non, soit ces gens n'ont rien compris ou non, ce sentiment est infondé, donc on ne doit pas apporter de réponse. Et justement, moi, je pense que qu'il y ait aujourd'hui des populistes au pouvoir au Mali, je pense que cela ne fait aucun doute. Mais de là à dire que toute opinion aujourd'hui serait instrumentalisée par ces gens aussi, moi je pense que c'est pas vrai. Et justement, je pense que ces gens sont populistes parce qu'ils ont su comprendre ou lire ce sentiment anti-français et maintenant essayer d'apporter une réponse qui n'est pas la bonne et qui est assez précipitée, j'en conviendrai, mais je pense qu'il faut faire attention à dire que tout est manipulé aujourd'hui, quoi. Merci. D'accord. Je ne sais pas si M. Jean Bonnet a voulu... Oui, je veux dire, une opinion
ne se crée pas ex nihilo, elle part d'un constat. Et ce constat, cette opinion se forge à partir d'un vécu personnel ou collectif. Si vous prenez en Côte d'Ivoire, par exemple, le sentiment anti-français, il existe essentiellement chez ceux qu'on appelle Gore. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une logique de transposer leur frustration de la crise post-électorale de 2011 dans la crise malienne. C'est leur façon à eux de se venger de la France. Voilà. Et donc, le vécu qui justifie donc leur sentiment anti-français est complètement différent de ce qui se passe au Mali. Si vous prenez au Burkina Faso, fondamentalement, qu'est-ce que les Burkinabés reprochent à la France? Blaise Compaoré était au pouvoir, la France n'a rien fait pour soutenir Blaise Compaoré quand Blaise Compaoré est tombé. Il n'y a pas de problème de démocratie, de corruption, de mauvaise gouvernance au Burkina Faso. On reproche à l'actuel président, enfin à l'ancien président, Roch Kaboré, de n'avoir pas été efficace vis-à-vis des djihadistes. Et donc, c'est pour cela qu'on l'a enlevé. Et pourtant, le président d'avant lui, Compaoré, était très efficace vis-à-vis des djihadistes. Parce qu'au temps de Compaoré, on n'avait pas ces attaques djihadistes au Burkina. Et donc, il va falloir aussi que les peuples sachent ce qu'elles veulent. On a enlevé Compaoré parce qu'il y avait des problèmes de gouvernance, mais il gérait la question djihadiste sans problème. Celui qui est là gère les problèmes de gouvernance, mais on dit qu'il ne gère pas donc la question djihadiste, et donc on a enlevé du pouvoir pour ça. Ceux qui sont là aujourd'hui, apparemment, n'ont aucun problème avec la France. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. C'est pour ça que je dis, de mon point de vue, ce sentiment-là est un sentiment qui n'est pas naturel. Voilà, il est provoqué, il est acquis. Parce que, d'ailleurs, le chef de l'État l'a dit au cours de cette interview sur France 24, je crois, les soldats français partent d'Abidjan jusqu'à Ouagadougou sans incident. Sans incident. Il n'y a que quelques poches sur les voies où il y a des incidents. Donc, on ne peut pas vraiment parler de sentiments. En tout cas, moi, je n'ai pas cette impression-là, parce que je suis sûr que si aujourd'hui, vous dites en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, au Burkina, que les jeunes peuvent se rendre gratuitement et sans visa en France, je pense que vous allez dépeupler ces pays-là. Voilà. D'accord. J'aimerais intervenir sur ce point. Allez-y, monsieur. Moi, je peux vous donner, monsieur Bonnet, oui, les dates qui ont vu voir aller crescendo le sentiment anti-français au Mali. Et ça n'a rien à voir avec l'exploitation que les Russes ont dû faire de ce sentiment anti-français. Il y a Kidal, ça j'en ai parlé. Il y a Pau, quand Macron a convoqué les chefs d'État africains à Pau, c'était une étape. L'autre étape, c'est quand Le Drian est venu dire que le Mali ne doit pas négocier avec les djihadistes. C'est en conférence de presse avec le Premier ministre. Quand le Premier ministre lui a répondu que ce sont les conclusions du dialogue national inclusif, il a interrompu pour dire que ça, c'est la position de la France. Il y a aussi quand un village a été bombardé par l'armée française, qui pensait que c'était des djihadistes, alors que c'était mariage. L'armée malienne a dit que c'était mariage. L'ONU a enquêté pour dire que c'est un mariage. Les Français ont dit que, même si l'ONU dit que c'était un mariage, ce n'est pas un mariage. Il y a aussi le coup d'État. Quand il y a eu le coup d'État au Mali, il y a eu le coup d'État au Mali. L'attitude de la France, moi, j'abomine le coup d'État. Je ne suis pas du tout pour cette junte. D'ailleurs, j'appelle ça le duo populiste et démocrate. Les deux, le Assimi et Choguel. Mais ce que la France a avoué aux hégémonies, la junte malienne, alors qu'elle est allée installer la junte tchadienne. Quelle qualité la France a pour décider quelle junte est halal, quelle junte est haram?
C'est ça le problème. Et ainsi de suite. Voici un ensemble de faits. Ajouté au problème de visa, ajouté au problème du truc. C'est vrai, moi-même je dis, la contradiction chez les Maliens, c'est qu'ils cherchent à aller en France, ils ont de la famille en France, mais ils veulent voir cette France-là. Ça aussi, j'ai fait le constat. Mais il n'en demeure pas moins que ce sentiment n'a pas grand-chose à voir avec la campagne russe. Je crois qu'on doit sortir de ça. Si la France a réussi, on a beaucoup parlé d'échec de la France aujourd'hui, la France a réussi quelque chose, c'est d'avoir fait que la partie des Maliens qui n'aimaient pas du tout, qui luttaient contre la junte, la réussite de la France, c'est de faire aujourd'hui qu'une bonne partie de ces gens-là sont en train d'aller dans le même sens que la junte. C'est ce que la France a réussi par son arrogance, comme vient de le dire Yacouba, et des erreurs non assumées, et aussi la grosse tête. Je crois que la France gagnerait à rester dans les repères diplomatiques, à gérer ce problème-là, si elle veut que la junte soit traitée comme elle doit l'être, c'est-à-dire un pouvoir qui peut être transitoire, un pouvoir de fait qui doit s'en aller le plus tôt que possible. Si la France veut voir les Maliens s'inscrire dans cette dynamique-là, elle n'a qu'à faire, à devenir moins arrogante, à assumer ses erreurs. Et du coup, je le dis, aujourd'hui, les Maliens n'aiment pas la junte. On ne peut pas dire que tous les Maliens aiment la junte. Mais aujourd'hui, pour faire mal à la France, ils sont allés dans le même sens que la junte, ceux qui vont payer cher. Ceux qui vont payer cher. Voici, donc c'était juste pour dire que c'est une instrumentalisation de la France de faire croire que c'est le sentiment anti-français est entretenu par les Russes. En fait, si les Russes souffrent sur ce brasier, c'est que la France même a apporté le bois qu'il fallait pour la commission. Alors si vous permettez, Diamant. Oui, allez-y, docteur. Je vais revenir aussi pour aller un peu dans le même sens. Le sentiment anti-français, il existe, hein, voilà. C'est vrai que ce n'est pas l'objet du débat, mais il existe. Ce n'est pas parce que des gens vont en France qu'ils n'ont pas... Ça n'a rien à voir. Les corps dont M. Bonin parlait, voilà. Bon, si on doit même leur prêter la palme d'or du sentiment anti-français. Ils ont applaudi même Al-Tit, hein. Al-Tit n'est pas juif, je pense que c'est lui qui a défendu Gbagbo, et Gbagbo a été libéré. Donc, je dis, ce fait-là, j'insiste, moi je ne parlerai pas d'arrogance, mais je parlerai de manque de respect. Voilà. La France, à un certain moment, s'est un peu trop approprié beaucoup de suffisance dans ses déclarations, et ça a choqué la sensibilité, à telle enseigne qu'il y a une méfiance un peu trop prononcée qui a commencé à prévaloir au niveau de certains Africains. Donc, ce n'est pas forcément l'apanage d'un groupe de personnes qui est proche d'un leader politique ou pas. Non, ça n'a rien à voir. Et la politique française n'a rien à voir avec le fait d'aller vouloir vivre en France pour se sentir à l'aise. Voilà. C'est vrai que certaines personnalités politiques surfent aussi là-dessus. C'est aiguisé. Là, je suis d'accord aussi avec M. Bonnet, mais aller jusqu'à mésestimer totalement l'effectivité du sentiment dit français, je pense quand même qu'il faut essayer de revoir la question parce que ce sentiment-là a aussi une réalité. Ben voilà. Très bien. Très bon. Oui, on vous a très bien compris. OK. Je pense que nous avons en tout cas essayé de balayer entièrement la question de la situation franco-malienne et pratiquement ses répercussions dans la sous-région. J'étais très ravi de ce débat, des échanges qui ont eu lieu entre les différents intervenants et aussi des questions qui ont été posées et des avis qui ont été donnés par ceux qui nous ont suivis directement sur le Zoom. Toutes nos excuses pour les premières minutes, surtout pour les premières minutes avec la réunion qui a été hackée par des personnes de mauvaise volonté, mais heureusement que nous avons finalement vaincu et nous avons pu avoir une émission de très bonne qualité.
Nous espérons que les jours à venir, nous vous aurons encore avec nous pour échanger aussi également sur des sujets aussi intéressants, aussi passionnants pour nos États africains. S'il n'y a pas vraiment d'autres avis ou d'autres remarques particulières à donner par les uns et les autres, je laisse le temps, si peut-être il y a quelques observations ou quelques avis ou quelques derniers mots à donner rapidement. Ismaël Soumaoro qui lève la main, allez-y, on prend la parole si vous avez des mots à ajouter. Oui, je lisais un analyste qui disait que la présence de Wagner au Mali, comme en Centrafrique, c'est une façon pour la Russie de miner le système démocratique occidental pour faire croire que la démocratie n'est pas la meilleure alternative pour des pays faibles comme ceux de l'Afrique, dans le but ultime de présenter la Russie comme étant la nouvelle alternative du nouveau monde. Donc, je veux savoir, est-ce que nos passants partagent le même avis? D'accord, je pense, je ne sais pas si on peut apporter une réponse peut-être rapidement à la préoccupation. Puis, je vais intervenir. Allez-y. Ouais. Je vais intervenir. Allez-y, M. Modibo. Moi, je pense que c'est une analyse qui ne tient pas la route, dans la mesure où, en tout cas, partout où Wagner est intervenu en Afrique, il y a deux problèmes distincts. Il y a le problème de sécurité-défense et le problème de démocratie. Je ne pense pas que ce soit l'intervention de Wagner, y compris son hypothétique ou éventuelle réussite, qui va amener les démocrates à dire que la nouvelle alternative, c'est ce qui se passe en Russie. Je ne pense pas. Les démocrates ont des problèmes de sécurité, pensent devoir faire appel à Wagner, et je crois que Wagner partira, cela ne changerait pas leur vraiment vocation démocratique. Ça, c'est encore de l'intox de la France. Or, ce que Wagner est en train de faire, la France l'a fait en diverses occasions. Et dans tous les cas, et ça va être en tout cas mon dernier mot, je ne parle plus, je dis aux Africains que nous avons suffisamment dénoncé les torts, les méfaits de la France et de l'Occident. Il est temps maintenant que nous montrions ce dont nous sommes capables. Mais à passer tout notre temps à dénicher ce que la France a fait, l'esclavage, ceci, cela, nous resterons dans cet état, c'est-à-dire des bons à être néocolonisés. Les Japonais, les Vietnamiens ont subi la colonisation comme nous. Ils s'en sont sortis. On n'entend pas de dénonciation de la France à ce niveau ou autre chose. Ce qui importe, ce n'est pas de dénoncer la France ou l'Occident, c'est de travailler, c'est d'avoir une vision, savoir ce que nous voulons, où nous voulons aller, et avec quels moyens nous voulons aller, et avec quel allié y aller. Je pense que c'est ce qui est important, pas la dénonciation du capitalisme, de l'Occident, de la France. Il faudra que nous-mêmes nous sachions, si nous voulons être indépendants, il faudra que nous ayons une vision et que nous ayons aussi un plan pour y aller. Et non pas nous asseoir et attendre que les autres viennent nous dire ce que nous devons manger, ce que nous devons faire, à quelle heure nous devons nous coucher. Donc, c'est le temps de la responsabilité. Si nous voulons rester crédibles, si nous voulons pouvoir faire admettre aux autres que les Africains sont des hommes comme tous les autres, mettons-nous à travailler et surtout ayons une vision, sachons ce que nous voulons. Merci beaucoup, M. Modibo. Je pense que c'est sur ces mots que va prendre fin ces échanges de ce soir. Encore
Tous nos remerciements à nos intervenants qui ont bien répondu à l'invitation et aussi des remerciements à tous ceux qui ont suivi cette émission depuis le Zoom, mais aussi sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Au revoir et à très bientôt pour un nouveau grand débat avec vous. Merci.